Bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien, aka Quicksilver. Si vous écoutez mon timbre mielleux et sensuel, c'est que j'ai souhaité centraliser un bon nombre de conseils que l'on répète à tous les nouveaux joueurs qui nous ont rejoints dans cette aventure. Des conseils, il y en a énormément, on en apprend de nouveau régulièrement. Ça pouvait donc être intéressant d'avoir une bonne partie d'entre eux au même endroit. Vous m'excuserez par avance pour la qualité de mon intonation, je suis pas habitué à faire cela sur vidéo, je suis plus à l'aise à l'écrit, mais je me suis imposé ce support pour pouvoir vous montrer quelques gameplays. J'aurais aimé faire une vidéo pas trop longue, histoire que vous évitiez de vous endormir devant, mais malheureusement j'ai beaucoup de choses à dire, alors accrochez-vous. Pour cette vidéo, seul le son importe, la vidéo ne sert vraiment que de forme. Ça sera donc une vidéo qui porte essentiellement sur des conseils axés stratégie gameplay. L'idée c'est vraiment de vous aider à vous améliorer, à gagner plus de victoires et à faire grimper votre ratio pour ceux qui auraient des difficultés. Alors, les trois menus qu'on a là vont nous servir de fil conducteur. On commencera par parler des armes, parce qu'il y aura des infos à rattacher aux soldats, qu'on évoquera justement en deuxième partie. On fera un rapide détour ensuite sur les wordcards, avant de finir par quelques conseils qui ne sont pas en rapport avec les trois premiers points. Et dans une seconde vidéo, j'enregistrerai quelques combats pour vous montrer ce que donnent ces conseils sur le terrain. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser qu'évidemment, la plupart des conseils qui seront donnés sont subjectifs et proviennent de mon expérience de joueur. C'est ma vision que j'ai du jeu, et même si elle marche, ce n'est pas la seule vision qui existe. Libre à vous de jouer selon vos envies et ou d'adapter mes conseils à votre propre style de jeu. Cette vidéo s'adresse avant tout d'ailleurs aux joueurs qui nous ont rejoints récemment, parce que pour la majorité des conseils, pour ceux qui sont là depuis bien longtemps, vous les connaissez déjà, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Alors allons-y. Mes armes. C'est une première partie qui devrait être assez rapide, j'ai pas grand chose à dire et je préfère épiloguer sur mes soldats. Les armes, on va commencer par les armes principales. La principale question qu'on peut avoir, c'est quelle catégorie d'armes est la meilleure entre les fusils d'assaut, les mitraillettes et puis les mitrailleuses. Selon moi, il n'y a pas de catégorie plus puissante que les autres. Chacune ont des avantages et des inconvénients. C'est un peu les goûts et les couleurs, quoi. Par contre, je pourrais pas vous expliquer pourquoi tous les fusils d'assaut coûtent des golds pour être achetés. Ils ont certes une précision excellente, qui est de 100%, mais en contrepartie, ils ont des dégâts et une cadence de tir qui est plus faible comparée aux mitrailleuses et aux mitraillettes. Donc il n'y a pas de raison d'expliquer ça. Autre chose, vous m'entendez souvent parler de la Captain, de la mitrailleuse Captain. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'arme la plus puissante qui peut se débloquer avec des Warbucks. Elle a, vous voyez, 3718 de puissance, et c'est la meilleure. En dessous, on a la Piranha qui a 2800, mais voilà, elle est bien inférieure. Ensuite, si vous voulez taper plus haut en termes d'armes, vous allez devoir du coup passer par des golds, et ça sera donc en fonction de vos moyens. Si vous jouez beaucoup à l'arme principale, ça peut être intéressant d'investir dans une meilleure arme. Par contre, si par exemple vous jouez beaucoup au sniper, c'est-à-dire que vous commencez toujours par mettre une balle dans la tête d'un soldat au sniper avant de le finir avec une arme principale, alors il faudra peut-être mieux acheter un meilleur sniper. J'en profite d'ailleurs rapidement pour rajouter que pour ceux qui ne sont pas sur notre canal Line, on a dessus une fiche avec tous les prix des armes et des troupes. Voilà, donc c'est une autre bonne raison de venir nous rejoindre sur le canal Line. On va maintenant du coup passer aux armes spéciales. Et je vais commencer par parler du dilemme, parler du dilemme entre le fusil à pompe et le sniper. Lequel jouer? Je vais rien vous apprendre en vous disant que le gameplay est radicalement différent. Par contre, pour ceux qui n'auraient jamais essayé l'une des deux catégories, je peux toujours vous dire comment je les joue pour vous donner des éléments de comparaison et peut-être vous faire essayer l'autre catégorie. On va commencer ainsi par parler des fusils à pompe. Les fusils à pompe offrent beaucoup d'avantages. Ils sont extrêmement intuitifs et simples à prendre en main. Ils font d'énormes dégâts au corps à corps et aux soldats groupés. Ainsi, les fonceurs Soldat Swap ou l'équipe Swap d'élite, qui est une Wildcard Gold, ne vous poseront plus aucun problème. D'autant plus que le fusil à pompe a aussi l'avantage en fait de tirer 2 balles par tir. Alors, comprenez-moi bien, ça ne comptabilise qu'une seule balle par tir, vous ne dépensez qu'une balle par tir. Mais si vous faites attention et que vous visez correctement un soldat, vous le toucherez en réalité 2 fois. Et du coup,
ça vous fait en fait, et ben par exemple ici, pour un dégât qui est de 236 par projectile, si vous visez bien, en fait, au corps à corps, vous allez réaliser 460, plus de 460 de dégâts, donc ce qui est juste énorme au corps à corps. Vous faites vraiment des dégâts monstrueux. Et par ailleurs, même si les dégâts diminuent évidemment avec la portée, la précision du fusil à pompe est tout le temps de 100%, ce qui signifie qu'en fait, quelle que soit la distance, si vous visez correctement, vous êtes sûr d'atteindre votre cible. Ainsi, il est intéressant de tirer au fusil à pompe sur des cibles qui seraient à moyenne distance. Hein. Tous les soldats là où ils sont déployés, si vous visez au fusil à pompe sur des soldats groupés, ça reste intéressant. Après, évidemment, ne comptez pas sur lui pour faire des dégâts corrects sur le joueur ennemi, il est beaucoup trop loin. Les problèmes du fusil à pompe, c'est que d'une part, ces munitions partent vraiment très vite. Là, vous voyez, j'en ai que 22. Et je peux vous dire, avec sa cadence de tir assez monstrueuse, ça descend vraiment vite. Et l'autre problème, c'est qu'il n'y a malheureusement qu'un seul fusil à pompe qui s'achète avec des Warbucks. Et malheureusement, c'est le plus faible. Donc à moins de vouloir investir avec des golds dans un meilleur fusil à pompe, vous allez devoir passer sur le sniper. Et ça me fait du coup une super transition pour glisser subtilement vers cette catégorie. Alors, contrairement au fusil à pompe, on a 3 snipers qui se débloquent avec des Warbucks. Et d'ailleurs, le Defender se joue encore à haut niveau, hein, donc voilà, ça reste correct de jouer avec lui. J'utilise les snipers depuis peu, et je peux vous dire qu'il est bien plus compliqué à prendre en main, mais qu'en retour, il offre une polyvalence qui est bien supérieure. Je l'utilise en fait pour affaiblir un soldat avec un quickscope placé dans la tête, puis je le termine avec 2-3 balles avec mon arme principale. Alors, ça permet d'économiser beaucoup de munitions sur cette dernière, et du coup de ne pas être à court si j'arrive jusqu'en mort subite. Alors, le sniper n'est pas simple à maîtriser. Pourquoi ? Parce que pour être efficace, il faut privilégier le quickscope. Alors pour ceux qui n'ont jamais joué au FPS, le quickscope, ça équivaut à viser le moins possible, mais suffisamment pour que le coup parte. À savoir en fait que pour un sniper, on ne peut pas tirer simplement en appuyant une fois sur l'écran. Il nécessite quelques dixièmes de seconde pour se charger et faire apparaître le zoom. Mais du coup, le tir est peu précis, puisque vous ne prenez pas le temps véritablement de viser. Il n'est donc pas rare de louper son headshot. Si vous débutez avec une telle arme, ou que vous souhaitez perfectionner vos quickscopes, commencez donc par vous entraîner sur des cibles fixes avant de tirer sur des cibles en mouvement. Pour conclure sur les armes spéciales, il m'est difficile de dire laquelle des deux est la plus puissante. Je pense par contre qu'un sniper bien maîtrisé se ressent plus sur le terrain qu'un fusil à pompe bien maîtrisé, parce qu'il est de base plus exigeant. Le sniper est en fait à double tranchant. Si vous réussissez votre headshot, vous mettez vraiment à mal un soldat, voire vous le tuez. Mais si vous le loupez, c'est une balle et du temps de perdu. Après, je trouve que mettre un headshot dans un soldat swap en mouvement, protégé par son bouclier, c'est juste jouissif. Et cette sensation, je ne l'ai pas avec un fusil à pompe. Je reviendrai ensuite sur ces deux armes dans la seconde vidéo, dans les gameplays. On peut du coup maintenant passer à la troisième catégorie. Alors, c'est important que vous ayez un bon explosif, parce que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais les armes principales, spéciales et les pistolets font 2 fois moins de dégâts aux unités mécaniques. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, ma Hornet, qui fait 144 de dégâts, eh bien elle en fera 2 fois moins sur une unité mécanique. Alors il y a une exception par contre qui est le drone. Le drone c'est le seul mecha qui ne se prend pas ses dégâts diminués de moitié. Lui va se prendre des dégâts normaux. Il y a un second avantage au mecha, c'est que évidemment on ne peut pas leur mettre de headshot. Du coup, eh bien, ça privilégie le fait qu'il faut que vous ayez un explosif avec lequel vous êtes à l'aise pour pouvoir gérer ces unités mécaniques. Du coup, on se retrouve face au dilemme bazooka, grenade. Là encore, c'est selon vos préférences. À mes yeux, la grenade est plus dure à gérer parce que vous la lancez en cloche, quand le bazooka est tiré en ligne droite. Vous devez donc gérer la puissance que vous allez mettre dans votre lancer de grenade. L'autre différence entre les deux, qui est plus minime, c'est que la cadence de tir est plus élevée pour une grenade, mais qu'on a de meilleurs dégâts évidemment sur le bazooka. À vous de faire votre choix. Moi je suis parti sur la voie de la facilité personnellement. Enfin, dernière catégorie, le pistolet. Je vais être super rapide parce qu'à mes yeux c'est inutile d'investir dans un bon pistolet parce qu'il sert uniquement à détruire les caisses quand vous rechargez avec vos armes principales et votre arme spéciale. Mais ça, j'y reviendrai en fin de vidéo. Du coup, hop, on a fini avec les armes. On va maintenant pouvoir passer à mon armée. Alors,
avant de parler spécifiquement de chaque soldat, j'ai établi une grosse liste de conseils généraux, qui n'ont d'ailleurs pas vraiment de lien entre eux, mais que je préfère aborder avant de passer à chaque unité. Premier point, comme vous l'avez remarqué, votre armée est composée de 8 soldats répartis par duo dans 4 catégories. On a les défenseurs, les explosifs, les fonceurs et les tireurs. Mon plus gros conseil, qui est en fait ma façon de jouer, c'est d'améliorer et de déployer sur le terrain en priorité vos 2 troupes défensives préférées. J'ai remarqué que je gagnais plus de matchs en me concentrant exclusivement sur les soldats ennemis, et justement, les troupes défensives vous aident dans ce job. J'y reviendrai dans la seconde vidéo lors des gameplays. Pour les 3 autres catégories, c'est en fonction des préférences. Moi, je suis parti sur les explosifs, parce que les troupes défensives, quand elles tirent sur le joueur, elles ne visent jamais le bouclier. Du coup, les troupes explosives sont un bon moyen pour pallier à ce problème. Deuxième point très important, en lien avec le premier point, c'est de ne se concentrer que sur 4 à 5 soldats dans vos améliorations et dans votre déploiement. Puisque vous disposez en jeu d'une main de 3 soldats différents, il y a de très fortes chances pour que vous disposiez d'au moins l'un de ces 4 ou 5 soldats sur les 3 de votre main à chaque fois. C'est du coup un gain de temps et d'argent qui n'est pas négligeable. Si vous comptez acheter un soldat, demandez-vous s'il viendrait remplacer l'un de ces 4 ou 5 soldats. Si vous jouez déjà avec 5 soldats et que vous souhaitez en acquérir un 6e, voyez-le plus comme un extra qui vous apportera un peu de confort plutôt qu'un véritable must-have pour votre équipe. Ensuite, une fois que vous avez économisé pour ces 5 soldats et qu'ils vous suffisent, gardez tous vos golds pour vous acheter une meilleure arme. Puisque justement les armes sont de plus en plus puissantes avec les niveaux, ce qui n'est pas le cas des soldats, et du coup j'en viens à mon troisième point, c'est que les soldats ne gagnent pas de puissance. Les soldats du tiers 6 ne sont pas plus puissants que les soldats du tiers 5 ne sont pas plus puissants que les soldats du tiers 1. Au niveau maximum, ils ont tous 4950 de puissance. Alors, pourquoi les unités coûtent-elles de plus en plus cher si on a la même puissance sur le papier, vous voyez, sur le tiers 5, on a 1999 gold, 2499, 2999 et on monte même à 4999 gold. Il y a 2 raisons qui expliquent ces montées en prix. D'une part, c'est parce qu'en fait, vous achetez du temps et on économise des Warbucks en achetant des unités du tiers supérieur, puisqu'elles sont en fait déjà montées à un certain niveau dès votre achat. Pour comparer, je vais vous montrer 2 extrêmes. Le soldat bazooka, qui est de tiers 2, vous voyez, les barres bleues ne sont quasiment pas remplies. Une fois acheté, il doit être au niveau 5, peut-être niveau 10. Si maintenant je regarde le titan, il est déjà quasiment maxé au niveau de ses statistiques. Vous devez l'acheter à peut-être niveau 50 dès le départ. Voilà, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que les unités, en fait, vous achetez aussi des capacités uniques qui font la différence entre les soldats. C'est vraiment là que réside le plus gros intérêt d'une troupe, c'est dans sa capacité spéciale. Quatrième point qui n'a rien à voir, c'est dans l'optique en fait d'esquiver le plus de tirs possible, il faut bien distinguer les tirs bleus des tirs jaunes, qui sont d'ailleurs violets pour les snipers. Quand le tir est bleu, c'est qu'il va atterrir sur votre bouclier. S'il est jaune ou violet, il va du coup atterrir autour du bouclier. C'est tout con, mais si vous n'étiez pas au courant, ça va vous permettre de vous adapter en fonction du tir justement. Et 2 derniers points importants, ce conseil porte cette fois sur le déploiement automatique. Faut-il l'activer, oui ou non? Si vous jouez de manière classique, c'est-à-dire que vous déployez des troupes au fur et à mesure que vous gagnez de l'énergie, la réponse est oui. Parfois, il m'arrive en fait d'oublier de déployer des troupes parce que je suis trop pris dans le feu de l'action. Et du coup, en l'activant, ça me permet de ne pas perdre bêtement des points d'énergie. Mais il existe d'autres façons de jouer où il faut justement ne pas l'activer. Et ce qui permet de me faire une belle transition pour parler du dernier point, c'est sur les différentes façons de déployer ces troupes. Et j'aimerais en parler d'une dont m'a parlé Artio. Alors, je tiens d'avance à dire qu'il n'y a pas de one best way en matière de déploiement de troupes. Chacune ont des avantages et des inconvénients. L'idée, c'est de vous en parler si vous ne les connaissez pas. Vous pourrez ensuite choisir celle qui vous convient le mieux par rapport à votre propre style de jeu. Alors, celle que je voulais développer maintenant, je ne la joue que depuis peu, mais elle a beaucoup de potentiel. Elle consiste en fait à attendre en début de partie sans déployer de troupes, tout en tuant évidemment les unités ennemies. Une fois que vous avez nettoyé le terrain, vous avez accumulé beaucoup d'énergie, vous envoyez alors un maximum de soldats le plus rapidement possible
tout en harcelant le joueur ennemi à mort pour qu'il soit en difficulté pour nettoyer le terrain. Vous ne devez pas le lâcher d'une semelle. En revanche, que faire si vous jouez face à quelqu'un qui joue cette technique? Alors, il faut être capable de vous rendre compte qu'il joue ainsi, qu'il ne déploie aucun soldat, et dans ce cas, vous le harcelez vous-même. Vous déployez vos troupes normalement, et en même temps, vous le harcelez, pour le mettre en difficulté, et il y a des chances pour qu'il se loupe complètement, et que vous le tuez en fait en quelques secondes. Du coup, cette technique revient quand même à jouer avec le feu. Cette stratégie est ainsi plus technique que le déploiement classique, puisqu'elle est plus risquée, vous avez des chances de vous planter en début de stratégie, mais si la première phase passe, c'est-à-dire que vous avez réussi à tuer les soldats ennemis sans pour autant perdre beaucoup de vie, alors la seconde phase derrière c'est du gâteau pour vous, vous allez réussir à gagner le match très facilement. Maintenant qu'on a parlé de tous ces points, on va pouvoir parler spécifiquement des points forts et des points faibles des unités, c'est-à-dire la façon de les tuer. Et je terminerai par un avis sur le fait de l'acheter ou non à mes yeux. Je vais les prendre par ordre de déblocage, donc par échelon, comme ils disent en français. Je vais essayer de faire ça vite, surtout pour les premières unités, puisque vous les connaissez déjà très bien. Alors, on commence donc par le tiers 1 avec le fusilier. Honnêtement, des points forts, je les cherche encore. C'est un fonceur qui ne vous tire pas dessus, tant qu'il n'est pas au corps à corps, du moment que vous n'avez pas encore débloqué sa capacité. Voilà, il est très simple à tuer. Moi, honnêtement, je le trouve vraiment nul à chier. Ne le gardez pas. Le mitrailleur. Alors, le mitrailleur a des statistiques intéressantes. On voit qu'il a quand même 900 de vie pour 1 d'énergie, c'est beaucoup. D'autant plus qu'il a une capacité qui vous permet de vous rendre des munitions. Donc, si vous êtes souvent un corps de munitions, ça peut vous sauver la vie. D'autant plus, je trouve pas qu'il y ait véritablement de points faibles. Même si, voilà, 900 de vie, c'est beaucoup pour 1 d'énergie, mais ça reste quand même assez faiblard. Du coup, il faut pouvoir le protéger. Bon, voilà. Mon avis dessus, c'est que c'est pas dingue comme troupe, mais si vous jouez pas les unités tireurs, gardez-le, il fait le boulot. Troisième troupe du tier 1, le grenadier. Alors le grenadier a des dégâts énormes. Je regarde, il a 1100 d'attaque au niveau max. Donc x4, si on veut comparer à une troupe qui a 4 d'énergie, ça fait 4400. C'est juste l'unité la plus puissante en termes d'attaque. Sa capacité lui permet en fait de réduire son délai d'amorce de ses grenades. Donc ça le rend vraiment dangereux une fois qu'il a sa capacité au maximum. En retour, il a une vie très faible. Il a au niveau max 683 de vie, c'est vraiment très peu. Donc il faut qu'il soit bien protégé. Du coup, pourquoi pas, c'est un bon explosif, mais il lui faut sa capacité au niveau max pour le rendre intéressant, et il faut pouvoir le protéger, avec des unités qui feront distraction. Dernière troupe du tier 1, l'infanterie. Le Saint Graal à mes yeux. Vous connaissez mon avis sur cette troupe. Moi je le surestime, mais il a des statistiques similaires aux mitrailleurs, donc des statistiques vraiment très intéressantes. Mais surtout, il a une capacité génialissime, qui lui permet en fait de soigner tous ses copains qui sont autour de lui. Du coup, il y a vraiment moyen de créer des synergies intéressantes avec des soldats qui auraient pas mal de vie, comme par exemple les soldats qui descendent de l'Orca, ou encore le Jetpackman qui a pas mal de vie. Donc voilà, ça permet de les rendre bien plus résistants. Son point faible, comme le mitrailleur, il coûte que 1 d'énergie, donc il reste facile à tuer, il faut pouvoir le protéger. Mon avis, moi c'est mon unité préférée, mais c'est pas non plus la seule unité défensive intéressante. Ça sera à vous de faire votre choix. On passe maintenant au tier 2. Alors, on a le soldat bazooka. Honnêtement, il a une vie déjà vraiment très très faible. Il a 1000 points de vie pour 2 d'énergie, ce qui fait 500 de vie si on le ramène à 1 d'énergie. Donc c'est rien du tout. Son tir est assez lent, donc simple à esquiver, même si sa capacité pallie un petit peu à ce problème. Mais honnêtement, je le trouve vraiment pas bon. Honnêtement, déjà, je trouve que les grenadiers sont plus intéressants que le soldat bazooka. Ensuite, on a le drone. Le drone, alors,
On peut pas lui mettre de headshot, donc ça c'est cool, hein, puisque c'est une unité mécanique. Mais malheureusement, je vous avais dit, c'est l'exception. Il se prend pas de dégâts diminués par 2. Donc, en plus, il a des dégâts qui sont pas terribles. Hein. Il a 1000 de dégâts, enfin 1000 d'attaque au niveau max. Pour 2 d'énergie, c'est pas grand chose comparé à l'infanterie qui a 800, donc 800 x 2, ce qui ferait 1600. Donc c'est pas énorme, hein, les dégâts du drone. Il prend une place de mecha. Je vous rappelle que vous ne pouvez avoir que 3 mechas dans votre armée. Donc voilà, moi bon, il est pas mauvais, mais honnêtement, je le trouve pas terrible. Sa capacité le rend un peu chiant. Bon, il est invincible pendant 5 secondes, quoi. Donc vous pouvez pas le tuer quand vous voulez. Mais bon, je le trouve pas fou. Le parachutiste. Alors, c'est une capacité, sa capacité, pardon, le rend intéressant en tant que fonceur, parce que ça lui rajoute jusqu'à 85% de vie, donc c'est juste dingue, ça le rend très tanky. En plus de ça, il nous tire dessus en s'approchant. Bon, en retour, malheureusement, voilà, vu qu'il est déployé du ciel, on le voit venir assez de loin. Il est simple à tuer puisqu'il voilà, il est en ligne droite. Donc, mon avis dessus, c'est un fonceur sympa. Bon, voilà, si vous jouez pas fonceur, ben, vous n'êtes même pas obligé de le prendre. Mais ça, si vous aimez bien les fonceurs, c'est un fonceur intéressant. Surtout pour sa capacité. Ensuite, et ben c'est la dernière unité d'ailleurs du tier 2 avec les snipers. Où est-ce qu'ils sont là? Alors les snipers, même avis que enfin ils ont les mêmes stats plutôt que les fusiliers et que l'infanterie. Donc des stats ou quasiment les mêmes, des stats intéressantes, une capacité qui lui permet d'avoir plus de chances de faire des coups critiques avec ses tirs. Donc quand vous prenez un tir de sniper, ça fait mal. En retour, bon, voilà, il a pareil, hein, il coûte 1 d'énergie, donc sa santé reste assez faible, faut pouvoir le protéger. Si vous jouez pas spécialement tireur, gardez-le, il est pas mauvais. Après, si vous aimez bien les tireurs, je pense qu'il y a mieux. On en vient justement maintenant au tier 3. Le tier 3, alors, on a d'abord le Cobra, qui est un tireur d'ailleurs. Alors, le Cobra a une super capacité qui lui permet de larguer des medikits. Que vous pouvez du coup, voilà, qui tombent sur le sol, que vous pouvez récupérer, qui vous redonne d'ailleurs quand même, mine de rien, 16% de vie pour chaque medikit, donc ce qui est énorme. En retour, en revanche, plutôt, il est très simple à tuer. Il suffit de tuer le pilote pour détruire le Cobra. Donc il faut être en mesure de pouvoir le protéger avec un Orca par exemple, voilà, quelque chose qui fera distraction, le temps qui vous redonne des medikits. Du coup je suis assez mitigé, je le trouve pas super parce qu'il est trop simple à tuer, mais si vous avez moyen de le protéger, il peut être vraiment intéressant, donc ça en fait quand même un bon tireur. Le soldat swap. Ensuite, unité fonceur, unité qui est pour moi le meilleur fonceur de tout le jeu, avec en fait son bouclier, qui le rend très emmerdant. Beaucoup me disent, ouais, comment on fait pour gérer le soldat swap, il est compliqué, bon voilà. Son bouclier fait vraiment le travail. Pour pouvoir le tuer, il faut souvent attendre qu'il vous tire dessus, puisqu'il baisse sa garde. En plus, il coûte des Warbucks, donc vraiment, voilà, foncez, c'est le meilleur fonceur du jeu. Achetez-le. L'ingénieur, troisième unité défensive du jeu. Alors lui, il a une mécanique de jeu particulière, hein, c'est-à-dire qu'il va poser des tourelles au fur et à mesure qu'il est sur le terrain. Il a une capacité en plus intéressante, qui lui permet de diminuer le temps de construction de cette tourelle. Il passe de 6,5 secondes à 3,3 secondes au niveau max, donc ça met la pression, quoi. C'est une unité qui est dangereuse, au sens où voilà, si vous le laissez d'être trop sur le terrain, il va vous envahir. En retour, il faut le protéger, parce qu'il n'a pas non plus beaucoup de vie, et puis il faut qu'il ait le temps de poser ses tourelles. Et du coup, en fait, s'il meurt au moment où il arrive sur le terrain, il servira à rien, quoi. C'est juste un sac de points de vie. Contrairement, par exemple, à l'infanterie qui, elle, est opérationnelle dès qu'elle arrive sur le terrain. Du coup, mon avis, bon, voilà, je suis un peu... c'est mitigé, quoi. Je le place au même niveau que l'infanterie, quoi. Tout dépend ce que vous préférez entre les deux. L'ingénieur est un peu plus à double tranchant, quoi. S'il meurt tout de suite, il sert à rien. S'il reste en vie sur le terrain, il peut être très intéressant. Dernière unité du tier 3, le buddy blindé. Alors ça, c'est une unité que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il met la pression. Il a des tirs, en fait, ces tirs sont très durs à esquiver parce qu'ils explosent à l'impact. En plus, sa capacité, c'est une tourelle défensive qui tire sur les soldats, donc ouais, c'est une unité explosive qui a une capacité défensive, donc c'est juste génial. Par contre, il suffit de tuer le copilote, donc celui qui est à gauche sur l'image, pour le mettre hors état de nuire. Donc voilà, il est simple à tuer.
Mais je vous le conseille, pour moi, c'est la meilleure unité explosive du jeu, pour tous les points forts que je vous ai donnés juste avant. On continue de monter, on arrive maintenant au tier 4. Alors, au tier 4, il y a l'élite en jetpack qu'on débloque. Donc, une autre unité explosive. Son intérêt, c'est qu'il a beaucoup de vie pour une unité explosive, hein. Il a 1600 par rapport, par exemple, au bazooka qui en avait que 1000. Ça le rend résistant. D'autant plus que ses grenades explosent à l'impact dès le niveau 1. Donc, c'est dur d'esquiver. Sa capacité lui permet de faire plus de dégâts, puisqu'il a 30% de chance d'envoyer 2 grenades au niveau max. Donc, c'est du tout bon. En revanche, il a des dégâts assez faiblards pour pallier à tous ses points forts. Mais voilà, moi honnêtement, si vous jouez avec l'infanterie, il y a vraiment comme je l'ai dit, des synergies intéressantes à faire. Donc voilà, il vaut le coup. Il vaut le coup. Ensuite, on a le prédateur. Alors le prédateur, il est là. Hop. Le prédateur, il est intéressant qu'à partir du moment en fait, où vous avez débloqué sa capacité. Puisqu'il a une capacité en fait où il a 2 petits robots qui le soignent énormément en fait, hein. On voit 30% de soins par seconde, c'est juste fou quoi. En 3-4 secondes, il récupère toute sa vie, le bazar. Ils ont peu de vie, ces petits robots, mais ils sont chiants quoi. Vous êtes obligé de les tuer avant de pouvoir vous attaquer au prédateur, donc ça le rend emmerdant. Par contre, tant qu'il n'a pas sa capacité, il est pas bon quoi. Il suffit en plus pour le mettre HS de tuer le pilote, et ensuite il ne tire plus. Donc voilà. À moins de pouvoir le monter jusqu'au niveau 50 pour pouvoir débloquer sa capacité et que vous ayez les gold, il vaut pas le coup. Mais si vous avez débloqué sa capacité et que vous aimez bien l'unité tireur, pour moi, c'est la meilleure unité tireur qu'on a dans le jeu. Troisième unité du tier 4, qui est le fonceur commando. Alors, ses points forts, c'est qu'il tire en s'approchant du joueur, à intervalles réguliers. Il a une capacité spéciale qui fait encore plus de dégâts à chaque tir, donc voilà, ça le rend dangereux. Mais son point faible, c'est qu'il reste simple à tuer, quoi. Il a pas de bouclier, il a rien, il est en ligne droite, bon voilà. On esquive ses tirs et on lui met quelques balles dans la tête, il meurt. Du coup, en plus il coûte des gold, 1300, c'est pas rien. À moins du coup d'adorer les fonceurs et de jouer tout le temps avec, je crois pas qu'il vaille le coup, hein. Il vaut mieux économiser ses gold pour, pour d'autres troupes ou d'autres armes. Et enfin, dernière unité du tier 4, qui est le Orca. Ah là là, alors là, l'Orca, là il n'y a pas à chipoter, c'est pour moi la meilleure unité méca du jeu, voire même d'ailleurs la meilleure unité tout court du jeu, pour sa capacité qui est juste folle, qui est de pouvoir larguer au niveau maximum un soldat toutes les 7,5 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un Orca, qui est donc une unité qui vaut 4 d'énergie, et à chaque fois qu'un soldat descend de l'Orca, c'est comme si ça vous rajoutait 1 d'énergie gratuitement en fait. Donc voilà, pour peu que l'Orca reste sur le terrain plusieurs secondes, en fait, vous allez pouvoir prendre un avantage en énergie assez conséquent. Ses points faibles, je trouve pas qu'il en ait particulièrement. Bon, il prend beaucoup de place à l'écran, donc c'est simple de lui envoyer un coup de bazooka. Attention néanmoins, parce que plusieurs joueurs m'ont dit comment on bute plusieurs joueurs m'ont dit qu'en fait les tirs de bazooka passaient sous l'Orca. Il faut attendre qu'il soit à l'arrêt pour être sûr que le tir passe, hein. Ensuite vous visez le milieu de l'Orca, hein, là où il y a des soldats par exemple, et puis ça passe. Donc mon avis, oui, il vaut des gold, mais il en vaut 800 je crois. Investissez dedans, il n'y a pas photo, ça va vous changer la vie. Et enfin, on a bientôt terminé, on arrive au tier 5. Donc bon, de manière globale, le tier 5 c'est l'arnaque, parce que ça coûte super cher, et les capacités de chaque troupe ne sont pas dingues. L'UMV blindé, ce qui le rend intéressant, c'est qu'il a beaucoup de vie pour une unité mécanique. Il en a 2423, c'est l'unité mécanique qui a le plus de vie. Il a une capacité assez puissante face aux unités aériennes, en fait, hein. Il fait de gros dégâts, mais uniquement aux unités aériennes. Mais en retour, il suffit de tuer le pilote pour mettre le véhicule en état de nuire. Du coup, voilà, moi je trouve que pour son coup, il est pas fou. Il y a mieux en unité défensive, donc je ne vous le conseille pas. Le lance-flamme. Alors, c'est honnêtement pour moi le pire fonceur limite de tout le jeu. Il a une capacité en fait qui lui permet d'exploser quand il meurt, donc bon, de faire des dégâts intéressants. Mais du fait qu'il ne tire pas tant qu'il n'est pas au corps à corps, hein, vu qu'il a un lance-flamme, et qu'il a rien qui le protège, il est super simple à tuer, quoi, honnêtement.
Pour son prix, c'est vraiment pas un bon fonceur, hein. Il y a bien mieux. Le minigunner, donc la dernière unité de tireur que l'on débloque. Alors, sa capacité le rend intéressant. Comme le parachutiste, en fait, ça lui rajoute un bouclier supplémentaire qui, lui, en plus, se régène avec le temps. Mais en contrepartie, c'est très simple en fait d'esquiver ses tirs parce qu'avec sa minigun, en fait, il va tirer en ligne droite. Donc voilà, il suffit de se décaler ou d'attendre qu'il ait fini de tirer pour pouvoir le tuer. Et en plus, pour son prix, 3000 gold quand même, c'est pas non plus fou. Donc voilà, c'est une troupe tanky, on va pas se le cacher. Mais en tireur, je pense que le Predator, voire même l'Orca, font plus le job, quoi. Et enfin, dernière troupe, le Titan. Alors ça aussi, pour son prix, c'est une grosse arnaque. Son seul avantage, en fait, c'est d'avoir comme vous voyez, deux soldats qui sont dedans. Mais en retour, voilà, les deux vous tirent dessus, hein, le canon comme la mitrailleuse. Mais honnêtement, le tir du canon fait de très gros dégâts évidemment, mais s'évite très facilement, puisqu'on voit le canon bouger, donc il suffit de se décaler. Et il suffit que vous mettiez quelques balles dans la tête du pilote pour pouvoir rendre le tank hors état de nuire, quoi. La mitrailleuse, vous ne faites pas tant de dégâts que ça, honnêtement. Donc voilà, pour son prix de taré, non, c'est pas une bonne unité. Voilà, bon, on a fini avec toutes ces troupes, ça a commencé à faire long. Alors je vais faire quand même une petite synthèse parce que c'était assez long. Des troupes que je préfère pour chaque catégorie. Alors en défenseur, en 1, je mettrais l'Orca. Et en 2, je mettrai l'infanterie ou l'ingénieur, ça c'est en fonction de vos préférences. Pour ceux qui aiment bien les explosifs, en 1, je mettrai le buggy. Et en 2, je mettrai l'élite en jetpack et le grenadier, là encore en fonction de vous. En tireur, en 1, je pense le Predator, du moment que vous avez débloqué sa capacité. Pareil pour le Cobra, que je mettrai en 2. Deuxième tireur, du moment que vous avez débloqué ses capacités. Et pour les fonceurs, en 1, je mettrai le swap pour son bouclier. Et en 2, le commando à ex-aequo avec le parachutiste. Voilà. Mais ensuite, voilà, hein, ça sert à rien d'avoir 8, comme je vous ai dit, ça sert à rien d'avoir 8 unités super puissantes, super fortes. Hein. Vous jouez avec 5 unités que vous aimez bien, ça suffit largement. Et dernier petit point, je l'ai évoqué en filigrane, mais un petit récap des troupes à tuer en priorité. Les fonceurs, parce qu'ils sont vite emmerdants, ils font des gros dégâts, donc voilà, en les tuant rapidement, ça facilite la vie. Les ingénieurs, parce que si vous les laissez sur le terrain, ils vont vous déposer plein de tourelles et ça va être galère. Et l'Orca, puisque voilà, vu que des soldats descendent, hein, si vous le laissez en ville, machin, il va larguer plein de soldats. Ça, c'est vraiment les unités les plus chiantes et qu'il faut tuer en priorité. Ensuite, le reste, on va dire que je le traite sur un même pied d'égalité. C'est fini, enfin. Du coup, on va évoquer rapidement les wildcards. Alors, je vais pas dire grand chose parce que la vidéo est déjà très longue. Et puis, pour le choix de vos wildcards, c'est comme les goûts et les couleurs, honnêtement. C'est à vous de faire votre choix. Comme conseil, alors préférez évidemment embarquer avec vous des wildcards argent ou or qui ont plus d'impact que les bronzes, hein, elles ont des effets plus intéressants. Il est inutile de les gâcher quand vous avez l'avantage évidemment, mais pareil dans le cas inverse extrême, où vous prenez une grosse branlée, une wildcard or ne va pas, va pas renverser le cours d'un match, ça sert à rien de les jouer quand vous faites piétiner. Pour jouer efficacement une wildcard, il faut arriver à sentir le moment où vous commencez à perdre l'avantage, mais que tout est encore jouable. Alors là, c'est difficile pour moi de vous aider, ça se fait surtout à l'intuition. Il y a vraiment plein de situations possibles, hein. Votre adversaire qui commence à prendre un avantage numérique, vous qui ratez l'orca au bazooka, ce qui peut vous coûter cher, votre adversaire qui joue lui-même une wildcard or. Les situations sont nombreuses, et c'est à vous d'apprendre à les sentir. Un autre petit conseil sympa, pour finir sur le sujet, qui nous vient du coup de notre vétéran Artio. En fait, apparemment, le nombre de pubs que vous pouvez visionner chaque jour semble rattaché à votre appareil. Ce qui veut dire qu'en multipliant vos appareils, les appareils disponibles, vous multipliez le nombre de vidéos. Excusez-moi, vous multipliez le nombre de vidéos que vous pourriez voir. Si vous avez par exemple 3 appareils connectés à un seul compte, 2 téléphones et une tablette, vous pourriez voir 3 fois plus de vidéos et donc gagner 3 fois plus de wildcards. Voilà,
Et ben il me reste à vous donner plus que quelques astuces en vrac que je n'ai pas réussi à raccrocher subtilement aux 3 premières parties de cette vidéo. Alors d'abord, je vais vous donner une petite technique pour changer d'adversaire sans utiliser de dogtag. Alors bon, je sais, hein, c'est pas très fair-play, mais ça peut vous épargner une défaite si vraiment vous ne sentiez pas l'adversaire qu'on vous proposait. Alors, on attend que le jeu nous choisisse un adversaire. Allez. Voilà. Bon, je le trouve trop fort, 45 000 de puissance, c'est trop balèze pour moi. J'ai 10 secondes pour aller dans les achats, lancer un achat de gold, simuler un achat de gold en fait, acheter des gold, finalement j'annule mon achat, hein, il met échec de l'achat, je retourne dans l'écran de sélection des adversaires et pouf, magie, je n'ai plus d'adversaire et j'ai toujours 4 dogtags. Donc voilà, c'est un moyen qui est connu je pense parce que beaucoup de joueurs l'utilisent ou fuient un combat, donc c'est que c'est connu, mais voilà, ça c'est pas très fair play, mais ça peut vous éviter une défaite hein, si vraiment l'adversaire était beaucoup trop fort pour vous et que vous ne le sentiez pas. Je l'aurais bien refait, hop, allez, hop, adversaire choisi, on va dans les achats, on lance l'achat, on annule l'achat, tac, on a un échec de l'achat, et puis on a un nouvel adversaire en recherche. Voilà, bon, je vais quitter. Donc voilà, c'est une petite astuce, pas fair play, mais au moins, hein, qui peut vous éviter une défaite. Second petit conseil, ça serait un idéal, hein, moi je ne fais pas toujours, mais il est préférable de toujours avoir sur vous une arme chargée, car vous n'êtes pas averti lorsqu'une caisse ennemie tombe du ciel. Et si vous êtes en train de recharger à ce moment-là, vous l'avez dans l'os. Du coup, d'où l'intérêt d'avoir un pistolet avec vous chargé pour vous permettre de récupérer ces caisses ennemies. D'ailleurs, sur ce point-là, le fusil à pompe est plus intéressant que le sniper pour récupérer une caisse rouge si vous êtes équipé de cette arme à ce moment-là. Parce que vu que pour le fusil à pompe, il n'y a pas besoin de viser pour tirer, c'est un gain de temps qui est énorme, contrairement au fusil à pompe où ça nécessite contrairement, excusez-moi, au sniper qui nécessite quelques dixièmes de seconde avant de pouvoir tirer. Donc voilà, un autre avantage quand même du fusil à pompe par rapport au sniper. Dernier petit conseil et je vous lâche et c'est fini. Je termine sur un sujet sensible, l'achat de gold. Oulala. C'est qu'en fait, bon, beaucoup de joueurs ont pour principe de ne jamais dépenser d'argent dans un jeu free-to-play. Mais pour d'autres, c'est juste qu'en fait, les gold dans ce jeu coûtent trop cher. Et c'est vrai, hein, quand on regarde 50 € pour 3750 gold, vu ce qu'on peut en faire, ce qui est pas dingue, c'est assez abusé. Mais il y a un petit achat qui vous permet en fait pour 1 € d'avoir 50 gold par jour pendant 8 jours. Ce qui fait finalement 400 gold. Donc voilà, moi je trouve que 400 gold pour 1 €, bon bah ça les rend accessibles quand hein, c'est le prix d'une baguette. Cela demande simplement un peu de patience et puis quelques euros si vous souhaitez réitérer l'opération. Pour un jeu sur lequel vous vous connectez quotidiennement, je trouve que c'est pas très cher payé. Tout dépend en fait hein, si vous êtes prêt à mettre un peu d'argent dans le jeu ou non. Voilà, cette vidéo d'astuces théoriques hein, en fait terminée, enfin. Du coup, on se retrouve sur le terrain dans une seconde vidéo où on mettra du coup tout ça en pratique. Ciao ciao!